Face aux désordres climatiques et sociétaux, face à un flux d'informations de plus en plus rapide, des courants artistiques émergent. Préoccupés par les enjeux environnementaux, inspirés par la nature, adeptes de processus de réemploi et de pratiques douces, les artistes prennent le temps de faire œuvre. Essaimer une pensée écologique pour transformer une société, jardiner pour résister, faire de la ville moderne un terrain fertile et propice à une création en marge des circuits habituels, ou encore développer une pensée visionnaire entre possible et utopie, sont autant de faits artistiques qui composent une écologie urbaine que l'art en mots se propose de décrypter cette année. Des photographies de l'Ouest américain, prises à partir du 19e siècle, en passant par la plantation de chênes par Joseph Beuys au début des années 80, jusqu'aux installations controversées d'Olafur-Eliasson, nous allons voir en quoi un art peut être écologique. Aujourd'hui, les préoccupations environnementales font naître nombre d'expositions. La Fabrique du Vivant à Beaubourg en 2019, Nous les arbres à la Fondation Cartier l'année dernière, Anthropocène Monument aux abattoirs de Toulouse, rétrospective d'Olafur-Eliasson à la Tête moderne ou encore l'exposition personnelle de Thomas Saraceno au Palais de Tokyo. Est-ce le symptôme d'une époque préoccupée par le changement climatique, les catastrophes naturelles, l'épuisement des ressources ? En tous les cas, l'écologie est au cœur des débats, mais à quand remontent ces préoccupations chez les artistes ? Alors, si l'on entend par écologie la défense de l'environnement, certains pensent que les photographies prises de la vallée de Yosemite en Californie par Carlton Watkins au début des années 1860 auraient concouru à la protection du site. Alors, le premier parc national en date, Yellowstone, a été créé aux États-Unis en 1872. Puis il y a eu ensuite Sequoia et Yosemite en 1890. Mais dès 1864, en pleine guerre de sécession, le Congrès instaure une protection sur le Yosemite ainsi que sur les séquoias géants de Mariposa Grove en Californie. Est-ce que ces photographies ont eu ce pouvoir d'éveil des consciences ? Certains observateurs tels que Kevin Michael Lucas et Anne-Teresa Demo, qui ont écrit Imaging Nature, Watkins, Yosemite and the Burst of Environmentalism, disent « Carlton Watkins appuya sur le déclencheur. Abraham Lincoln signa, la région du Yosemite était sauvée, l'environnementalisme était né. Ce ne fut pas si simple, mais presque. Est-ce que c'est finalement par souci écologique que les parcs ont été créés, ou dans un but purement patriotique ? La question demeure encore aujourd'hui, mais dans tous les cas, la préservation de la nature était en marche. Dans les années 40-50, Ansel Adams a produit de nombreux clichés de l'Amérique de l'Ouest. Ces travaux présentent la beauté d'une nature où toute trace humaine est écartée, ce qu'on appelle le concept de wilderness, qu'on peut traduire par désert ou région sauvage. La notion culturelle de nature renvoie au début du XXe siècle à un paysage d'une beauté pure, comme je l'ai déjà dit, sans altération humaine. Ansel Adams, il a été un activiste très important et sa notoriété a permis de faire pression sur les politiques pour que la nature soit conservée et préservée. Avant lui, à la fin du XIXe siècle, il y avait également des peintres tels que Thomas Moran qui finalement faisaient le même type de travail mais en peinture, avec notamment cette œuvre-là, The Grand Canyon of the Yellowstone. L'expérience proposée par les photographies d'Ansel Adams ou par les peintures de Thomas Moran relève d'un face-à-face avec la nature de laquelle il faut se retirer. Alors est-ce qu'on peut parler d'art écologique ? Pas encore. Il y a un artiste à la frontière, je dirais, entre ce que je viens de vous montrer et puis l'art que l'on va qualifier d'écologique par la suite. Un artiste, un photographe qui s'appelle Robert Adams, à ne pas confondre donc avec Ansel Adams, encore lui. Voilà. Donc je vous montre une photographie de Robert Adams. Voilà. Robert Adams photographie lui encore l'Amérique de l'Ouest, mais il y intègre l'humain. Il représente autant la beauté de la vie de tous les jours que les dégâts qu'opère l'homme sur le paysage. Et là, il déconstruit la conception même de paysage en photographiant des bâtiments, des routes, des déforestations, des déchets, etc. Voilà une autre image, Colorado Springs, ou encore un paysage où on peut voir des traces de voitures ou autres qui ont marqué le paysage. Alors c'est une démarche quasi documentaire qui capture les mutations de l'Ouest américain. Il montre bien l'influence de l'activité humaine. Avant même donc la naissance des mouvements écologistes, Robert Adams se posait en observateur du développement humain, soucieux d'en comprendre les répercussions environnementales. Alors bien que se voulant neutre et s'interdisant tout jugement critique, dans ses essais récents, Robert Adams plaide avec force et clarté en faveur d'une approche traditionnelle et humaniste de la photographie, ainsi que d'une responsabilisation en matière d'environnement. Il précise dans ses essais sa vision d'une ambivalence nécessaire dans l'art, une fusion des contraires, l'existence simultanée de l'harmonie et de la discorde, de la beauté dans la laideur. Alors ceci étant dit,
Selon Bénédicte Ramad, historienne de l'art écologique américain et spécialiste des questions environnementales, l'art dit écologique émerge à partir du milieu des années 60 aux États-Unis, avec des œuvres qui vont se placer plutôt du côté de l'action que de la contemplation. Alors, je vais parler de 4 artistes: Helen et Newton Harrison, Patricia Johansson, Alan Sunfist et Myrle Laderman Ukeles. Alors, Alan Sunfist a fait cette œuvre-là, intitulée Time Landscape, qu'on pourrait traduire par paysage temporel, paysage du temps. Il a créé sur un terrain vague en plein cœur de Manhattan une forêt. Alors ça ressemble à un parc, ça fait à peu près 500 mètres carrés. Et je dis forêt parce qu'il a fait planter en fait, dans ce parc des essences indigènes, des essences qui étaient présentes à Manhattan avant que les humains viennent y construire la ville. Donc il y a vraiment cette idée de redonner sa place à la nature, mais pas juste de faire un parc d'agrément, mais d'essayer d'aller retrouver la nature originelle. Ce parc existe encore aujourd'hui. Je vous montre une photo plus récente. Il est fermé, l'idée c'est qu'on n'y rentre pas et la nature finalement, elle se développe sans action de l'homme. Quelques années après, il fait une autre œuvre intitulée Port Hall of Ancient Rivers of New York, qui est une série de photographies qu'il a placées au sol sur les trottoirs de Manhattan et qui sont en fait comme des hublots sur lesquels on pourrait se pencher pour voir les différentes rivières qui coulent ou qui coulaient dans Manhattan avant sa construction. L'idée étant là encore de redonner sa place à la nature. Les artistes Helen Mayer et Newton Harrison sont eux aussi de grands artistes écologistes. Ils ont réalisé une œuvre qui s'appelle The Lagoon Cycle à partir de 1978, qui est composée d'une 60aine d'éléments qui sont marouflés sur toile libre. On peut en voir un détail ici, mais l'œuvre en elle-même tient à peu près sur une centaine de mètres. Telle une fresque, chacun des 7 chapitres de l'œuvre, illustrés de textes, de dessins, de cartes, de photographies, relate l'histoire d'un lagon. L'ensemble est prétexte à une présentation de la biodiversité et rappelle l'importance de l'environnement dans la préservation de la couche d'ozone. Il y a un livre qui en a été tiré également. Ils ont réalisé une autre œuvre également, alors qui a été présentée plusieurs fois. La première datant de 1970-71, intitulée Hog Pechter Survival Piece 1. Donc on pourrait traduire par pâturage porcin. L'idée est relativement simple, c'est d'amener dans le contexte de l'exposition une zone dans laquelle on pourrait, et on peut, élever un porc pendant un certain temps. Et puis dernièrement, vers 2014, il propose un projet au moment où on a décidé de réhabiliter le quartier des Halles à Paris. Ils ont proposé la construction d'un lac au sein même de la capitale pour purifier l'air de Paris. Une autre artiste également écologiste, Patricia Johansson, qui crée cette œuvre-là en 1970, intitulée Cyrus Field. L'idée qu'elle défend, c'est de travailler dans la nature et avec la nature, en réalisant de grandes sculptures, mais qui sont grandes, mais à la fois aussi très discrètes. Cyrus Field n'utilise que des matériaux non transformés, donc des dalles de marbre, de ciment et de séquoia, qui dessinent un labyrinthe serpentin entre les arbres et qui, au fur et à mesure, se recouvre de mousse. Elle considère, à partir de cette pièce-là, la ligne comme un dispositif qui permet de composer à l'intérieur du paysage pour incorporer plutôt que de déplacer de la nature. C'est pour elle un moyen de faire un lien entre l'échelle humaine et l'immensité de la nature. Elle a réalisé par la suite des projets qui se situent entre l'œuvre d'art et l'urbanisme. Donc Leonard Lagoon dans le parc des expositions à Dallas. Je vous montre quelques images et je vais revenir dessus ensuite. À la fin des années 70, au début des années 80, elle voit ce lac qui est à l'abandon et elle décide, avec des scientifiques, des urbanistes, d'en faire quelque chose. Donc elle va réhabiliter le site en concevant de grandes formes sculpturales qui vont rompre l'action des vagues à l'intérieur de ce lac. Elle va sélectionner des plantes indigènes pour que la faune puisse s'y réinstaller. Et ces gigantesques sculptures que l'on voit en bas à gauche de l'image et en haut à droite du lac sont faites en béton projeté de couleur de la terre cuite. Et elles servent de chemin à la fois pour les visiteurs et également de perchoir pour les oiseaux ou les tortues. Et finalement, elle refabrique un nouvel écosystème
sain, dans lequel tout le monde peut avoir sa place, aussi bien la nature, évidemment, que l'humain. Un peu plus récemment, elle réalise l'œuvre The Draw at Sugar House à Salt Lake City, là, qui est une œuvre très conséquente, qui, elle encore, se situe dans un parc avec plusieurs éléments. Un des éléments les plus visibles, c'est ce que l'on voit à l'image actuellement. C'est le Sego Lily Dam, que l'on peut traduire par le barrage du lys papillon. Donc le lys papillon, c'est la fleur, entre guillemets, officielle de l'État dans lequel se situe la ville de Salt Lake City, qui est une fleur qui doit être, bien sûr, pour Patricia Johansson, protégée. Et cet endroit-là, c'est un endroit où on peut passer et qui sert ensuite à passer du parc à une autre partie de la ville en passant sous la route. Et également, il sert d'espace qui peut absorber des inondations puisqu'il y a un lac qui se situe à côté. Je vous montre quelques images. Vous avez avec les immeubles derrière une idée de la taille de l'œuvre. Alors également une autre artiste, Myrle Laderman Ukeles, a réalisé une œuvre qu'elle a commencé en gros entre 1970 et 1990 qui s'appelle Turnaround Surround. Je vous montre cette œuvre et je reviens sur l'image ensuite précédemment. Dans les années 70, elle réalise ce projet qu'elle intitule Touch Sanitation, où elle va travailler avec les éboueurs de la ville de New York, qui sont à l'époque plus de 8300. Et elle va leur serrer la main à tous et elle va étudier leurs gestes et ensuite réaliser des performances chorégraphiques à partir des gestes de ces éboueurs. Elle est très intéressée par ces personnes sans lesquelles la vie serait impossible et pourtant dont l'activité est souvent cachée puisque l'on travaille plutôt dans ces métiers-là la nuit, très tôt le matin ou le soir. À partir de 1970, elle travaille avec la ville de Cambridge aux États-Unis à la réhabilitation d'une décharge publique. Donc c'est l'œuvre Turnaround Surround qu'elle va vraiment commencer à réaliser en 1990, qui se termine en 2004 et peut-être même encore aujourd'hui. Entre 1970 et 1979 et 1990, il y a d'abord une dépollution du site. Et ensuite, elle va faire en sorte de réaliser des aménagements sur ce site qui fait autour de 22 hectares. Elle va réaliser des aménagements en utilisant tout ce qui avait été produit sur le site. Donc, il y a énormément de déchets qui sont recyclés. Les bancs en bas sont fabriqués avec un béton qui est fait à partir des déchets trouvés sur le site. En haut à gauche de l'image, vous avez une sorte de piste de danse qui est faite avec ce que l'on appelle du glassphalt, qui est un bitume de verre. À partir du verre trouvé dans la décharge, elle fabrique ce revêtement sur lequel on peut ensuite marcher, évidemment. À la différence d'autres parcs qui ont pu être faits sur d'anciens sites industriels, décharges ou autres, elle souhaite vraiment que l'on se souvienne en fait du passé de ce site. Et c'est pour ça que, elle utilise tout ce qui a été produit sur le site précédemment. Donc voilà, ça c'est une image du site avant son intervention et ensuite après. Tous ces artistes-là ont, hélas, peut-être une approche très scientifique du sujet de l'écologie. D'un point de vue visuel et en photographie, ça rend pas toujours très bien. Et c'est peut-être notamment pour ça que la critique, l'histoire de l'art, s'est pas beaucoup intéressée à ces artistes-là, leur préférant d'autres artistes, les artistes du land art. Dont je vais vous présenter deux œuvres, celle de Robert Smithson d'abord, donc Spiral Jetty, et puis celle de Walter De Maria, The Lightning Field. Dans les années 70, les artistes, en réaction avec un art formaliste, décident d'aller explorer des lieux qui n'avaient pas été explorés dans l'art et de faire des œuvres dans la nature. Alors est-ce que c'est des œuvres qui sont faites avec la nature ou contre la nature? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Quand on voit le land art actuellement, on peut se dire qu'il y a une préoccupation écologique, mais finalement, on va plutôt y voir une façon pour les artistes d'utiliser la beauté de la nature, mais sans forcément avec cette envie de la préserver. Et finalement, on peut se demander si ces œuvres dans la nature ne sont pas contre nature. Au même moment, on a aussi des artistes sans être forcément qualifiés d'artistes écologistes ou écologiques, qui font des œuvres. Richard Long en fait partie,
c'est un land artiste et pourtant il a une approche un petit peu différente, beaucoup plus poétique. Alors c'est un Anglais, c'est pas un Américain comme Smithson ou Walter de Maria. Lui il fait de longues marches et cette œuvre-là, 1967, A Line Made by Walking, montre bien en fait cette idée qu'il a de faire œuvre avec le paysage, dans le paysage, pour révéler le paysage mais sans forcément le transformer. Il y a bien une photo qui atteste de ce que Richard Long a fait. Mais aujourd'hui, évidemment, la ligne n'existe plus. Il n'a fait que marcher et écraser quelque peu l'herbe sous ses pieds pendant un certain moment. Mais ensuite, l'herbe, finalement, repousse. Vous avez également un autre artiste, qui lui n'est pas un land artiste, mais qui travaille avec la nature, Wolfgang Leeb. Et donc, je vais vous parler de cette œuvre-là qui s'appelle La Chambre des certitudes, qui est une œuvre que l'on peut visiter en France, donc dans les Pyrénées orientales. Et vous accédez, après une longue randonnée, dans une cavité creusée dans la roche. Et les parois de cette cavité sont entièrement recouvertes de cire. Donc elles sont finalement cirées. Donc il a fait d'autres chambres de cire. On a une image à droite, hein, c'est pas la même cavité, mais ça montre un petit peu la façon dont il travaille. Il prend de la cire qu'il vient déposer sur la paroi. Ensuite, il la chauffe, soit avec un chalumeau, soit avec un fer à repasser. Et il vient l'étaler comme ça sur la roche ou sur les murs d'une salle d'exposition, pour conférer un aspect plus organique à ces espaces. Avec Richard Long ou Wolfgang Leeb, il n'est pas question de magnifier la nature ou de travailler avec son pouvoir de fascination, comme chez les land artistes. Il est plutôt question de travailler avec. Et pas seulement pour en révéler la grandeur et la majesté, mais bien la fragilité. Et au-delà d'une prise de conscience qui amènerait à vouloir protéger cette nature, il est plutôt question de faire corps avec elle, et de ne pas opposer l'homme à la nature, mais bien de la considérer comme une part de nous-mêmes. On s'éloigne là l'idée d'une nature sauvage qu'il faudrait préserver à tout prix, comme dans les photographies que j'ai montrées au début d'Ansel Adams par exemple. Dans l'art écologique, il y a une notion qui est très importante, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la question de l'action. On parle même d'artistes, pour certains, d'artistes activistes. C'est le cas par exemple de Nicolas Uriburu, qui en 1970, lors de l'inauguration de la 34e Biennale de Venise, vient colorer le Grand Canal en vert. Alors c'est une action qui est totalement clandestine, il n'a pas été invité. Et là, en mettant dans le Grand Canal ce pigment ce pigment rouge qui prend une couleur verte au contact de l'eau, il fait vraiment sensation. Tout le monde parle de cette œuvre. Évidemment, quand on sait que c'est un artiste qui a réalisé ça, on voit pas les choses de la même manière que quand on voit l'eau verte dans le Grand Canal pendant l'été en 1970. Parce qu'au départ, tout le monde ne sait pas exactement ce qui se passe. L'idée bien de faire prendre conscience aux gens des dégâts de la pollution. Et ce vert qui est à la fois le vert de l'écologie aujourd'hui, est aussi une couleur qui peut faire penser à différents polluants. C'est une action qu'il va réitérer dans plusieurs fleuves dans le monde. Il va même travailler avec l'association Greenpeace en faisant des actions tout aussi spectaculaires. Un petit peu plus tard, en 1982, l'Allemand Joseph Beuys, qui décide lors d'une grande exposition, c'est pas la Biennale de Venise, c'est la Documenta 7 à Cassel, il décide de planter 7000 chênes. Avec le chêne sera érigée une pierre de basalte, comme on peut en voir là, je vous montre l'image juste ensuite. Alors les 7000 pierres étaient empilées sur la pelouse devant le musée Fridericianum, avec l'idée que le tas rétrécirait à chaque fois qu'un arbre serait planté. Dès ses premières œuvres, Beuys développe l'idée d'une sculpture sociale. Les rapports humains ou les rapports entre les êtres et les choses produisent selon lui une forme sculpturale invisible qu'il appelle la sculpture sociale. Beuys s'interroge sur la place de l'individu dans le monde moderne et son rapport avec son environnement. Il met en action sa pensée en créant par exemple de nouveaux types d'universités, des associations pour une nouvelle démocratie. Il ira jusqu'à s'engager politiquement, se présentant comme candidat des Verts au Parlement européen en 1979. Il montre la face vivante de l'art, c'est d'assurer son sens évolutif. Cette plastique sociale se donne pour tâche non seulement de travailler un quelconque matériau physique, mais surtout de créer l'œuvre d'art sociale du futur. Une œuvre pour un monde meilleur qui deviendrait une œuvre d'art totale. Il voit vraiment la société comme une sculpture collective. Je reviens sur cette œuvre 7000 chênes avec cette pierre érigée à côté.
L'action de planter, c'est Joseph Beuys qui écrit ça au moment où il commence à planter les arbres. L'action de planter est destinée à s'intensifier au cours des années, car nous voulons que cette action continue à jamais. Planter 7000 chênes n'est qu'un début symbolique, et pour ce début symbolique, j'ai besoin également d'une borne de signalisation, soit des colonnes de basalte. Une telle action entend donc attirer l'attention sur la transformation de toute la vie, de toute la société, de tout le contexte écologique. Plus récemment, il y a 2 artistes en 2007 qui, à Cassel, vont aller récolter les glands provenant des chênes de Beuys. Les 2 artistes, Dan Harvey et Heather Ackroyd, vont donner comme ça, avec ces glands, naissance à 250 jeunes arbres, les Beuys Acorn. Ainsi, ils redynamisent le projet de Beuys. La même année, en 1982, Agnès Dennes crée Wheatfield dans le sud de Manhattan. Elle fait pousser près d'1 hectare de blé à l'ombre des Twin Towers qu'on voit au fond de l'image. C'est sur des terrains immobiliers les plus chers du monde à l'époque, et encore aujourd'hui sûrement. L'œuvre propose une sorte de synthèse entre la photogénie du land art et les préoccupations environnementales qui surgissent à cette époque, autour des questions d'alimentation, de gaspillage, de commerce et d'habitat. On le voit bien, dans toutes ces œuvres, il y a l'idée de provoquer chez le spectateur une réaction. On pourrait dire que pour qu'une œuvre d'art écologique fonctionne, il faut vraiment qu'elle provoque ce désir de faire quelque chose pour l'environnement et pour la société. Encore plus aujourd'hui, des artistes travaillent ces questions-là. Je vais vous montrer maintenant une œuvre d'Olafur Eliasson. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Il réalise cette œuvre notamment au moment de la COP 21 à Paris en 2015. Il installe sur la place du Panthéon à Paris 12 blocs de glace provenant d'un iceberg qui finalement ça représente comme une grande horloge. L'œuvre s'appelle Ice Watch et finalement ces blocs de glace fondent au fur et à mesure que le temps passe. C'est une œuvre qui a fait beaucoup parler d'elle, alors elle est très spectaculaire et évidemment elle a fait, au-delà d'une possible beauté de ces blocs de glace, elle a fait scandale puisque déplacer de la glace comme ça du pôle Nord ou d'un glacier en tout cas jusqu'en ville, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, est-ce que finalement cette œuvre-là est écologique ou non? Faire réagir les gens et faire réfléchir à la fonte des glaces c'est une chose, de là déplacer réellement de la glace c'en est une autre. Alors Olafur Eliasson, il a dû se justifier, il se justifie encore aujourd'hui. Il présente à chaque fois, quand il fait ce type d'œuvre, un bilan carbone. Et il explique que de toute façon, ces morceaux de glace étaient détachés de l'iceberg et donc quelque part, ils auraient déjà fondu. Alors la question reste ouverte. On préférera peut-être une autre œuvre, celle de Roni Horn, donc qui s'appelle Library of Water, où là, elle récupère de l'eau des glaciers et elle les présente dans une sorte de grande bibliothèque. Et donc là, on peut voir une partie des 24 colonnes de verre qui constituent cette grande bibliothèque, où elle a comme ça sélectionné cette eau. Donc vous avez à la fois un espace comme ça, donc dans une ville en Islande où vous pouvez voir cette eau, et également à côté un espace de rencontre dans lequel on peut effectivement discuter des changements climatiques ou autres. Alors là, on va avoir une dimension un peu plus poétique, moins spectaculaire, mais je pense tout aussi efficace. Les artistes quand même qui cherchent quand même aussi vraiment à marquer les esprits. Et J. Henry Fair, lui, il fait des photographies aériennes. Donc cette œuvre-là, The Row, qu'il a réalisée en Louisiane, représente de la boue rouge générée par des rejets de bauxite liés à la production d'aluminium qui contiennent d'importantes quantités de métaux lourds. Donc vous avez une image qui pourrait se comparer à de la peinture abstraite, qui est saisissante de beauté presque, et en même temps qui n'est qu'en fait que des rejets de pollution industrielle. Alors, est-ce que l'artiste doit seulement provoquer, figurer le désastre, et finalement se servir du désastre pour faire des œuvres, ou est-ce qu'il peut aussi être force de proposition? Et c'est le cas par exemple de Michael Wang, qui avec cette œuvre Extinct in the Wild, propose quelque chose. Lui, il retrouve des essences végétales perdues et il essaie de les faire pousser à nouveau et de les conserver. Il attire aussi l'attention sur certaines espèces animales qui ne peuvent vivre aujourd'hui qu'en captivité. Il y a une espèce de retournement comme ça de situation. Aujourd'hui, l'homme se retrouve à devoir préserver quelque chose qu'il a lui-même détruit. Et vous avez également cet artiste, Daniel Stigman Mangrané, qui en 2016-2017 présente cette œuvre A Transparent Leaf Instead of the Mouse, qui est un grand vivarium
Alors, il prend comme forme de départ le vase du célèbre designer Alvar Aalto, le vase Savoie. Et à l'intérieur de ce grand vivarium, donc qui a la forme de ce vase, il installe des végétaux et à l'intérieur, il installe une colonie de phasmes. Les phasmes, pour lui, sont des paradoxes vivants qui incarnent les oppositions que l'artiste veut lui-même désamorcer. À la fois l'animé et l'inanimé. Le phasme, c'est cet animal qui ressemble à une brindille. Et quand il est dans la nature, il faut vraiment beaucoup de temps avant de le trouver. Les oppositions dont je parlais, il y a l'animé et l'inanimé, le non-humain et l'humain, l'organique et le géométrique, le chaos et l'ordre. Et plus largement, finalement, la nature et la culture. En 2019, c'est le pavillon lituanien à qui l'on décerne le Lion d'Or à la Biennale de Venise pour cette œuvre intitulée Sun and Sea Marina, qui est un opéra consacré au climat. Dans l'image, on peut voir une plage, évidemment artificielle, avec des personnes qui sont en train de bronzer ou de faire semblant de bronzer, de se balader, de prendre du bon temps. Et vous voyez au-dessus le public donc, qui était invité à regarder la scène, une sorte de performance comme ça qui se déroulait. Ces acteurs chantaient régulièrement des chansons parlant du climat, de la fin du monde, etc. Et dans une espèce d'insouciance ou d'inconscience. Voilà. Et finalement, ça révèle un petit peu ce que nous pouvons être aussi à constamment parler des dérèglements climatiques et en même temps ne nous empêchant pas d'aller traverser le monde en avion pour aller sur la plage ou autre. Donc cette œuvre-là, elle vient célébrer et dénoncer notre inconscience collective. Et enfin, je vais terminer mon intervention par cette œuvre de Julien Charrière, intitulée The Blue Fossil Anthropic Stories, où l'on voit donc Julien Charrière, l'artiste, debout sur un très grand iceberg. Et puis on voit un petit point lumineux et en fait il a dans la main une sorte de grand chalumeau et il essaie pendant plusieurs heures de faire fondre le glacier sur lequel il est monté. On a une image qui est, à mon sens, plutôt très belle. Il a fait une série de 3 images après avoir réalisé sa performance, entre guillemets. Et finalement, cette œuvre mêle plusieurs sentiments contradictoires entre contemplation, absurdité, provocation, controverse. Je pourrais dire que la grande beauté de cette image vient nous faire prendre conscience de notre place dans la nature et du rôle que l'on peut y jouer.